Il a été journaliste aux Un Rock puis à France Culture, où il a animé l'émission Signe des Temps. Il est romancier, essayiste, auteur de 12 ouvrages. Il est un acteur éminent du débat intellectuel français. Il vient de recevoir le prix Femina pour son dernier essai, La part sauvage, consacré à son ami Philippe Roth. Nous accueillerons Marc Weitzman pour notre Divan dans le monde. Pour l'écho de la culture, Dominique Corpelet nous fera visiter l'exposition Philippe Guston, lui-même ami de Roth, actuellement visible au musée Picasso. Enfin, dans l'actualité de la psychanalyse, Marie-Hélène Brousse fera résonner les échos de la disparition de la fiction, thème brûlant du livre de Marc Weitzman. A tout de suite. Marc Weitzman, bonjour. Bonjour. Votre ouvrage est un essai. Il retrace presque 20 ans d'amitié littéraire avec Philippe Roth. Mais enfin, il comporte bien d'autres aspects dont le titre laisse apercevoir, La part sauvage. Également le sous-titre, des aspects autobiographiques, des aspects civilisationnels. Et pourtant, vous marquez, ce n'est pas une biographie. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, non, c'est pas du tout une biographie. C'est pas exactement un essai. Je l'ai conçu comme un récit. Je tournais autour du livre depuis longtemps parce que j'avais l'impression, pratiquement depuis le début des années 2000, en fait, depuis le milieu des années 2000, j'avais l'impression de lui devoir ce livre d'une certaine façon, mais je savais pas sous quelle forme ça prendrait. Je savais que ce serait pas un essai précisément, enfin je veux dire ce serait pas un essai littéraire sur son œuvre, ça m'intéressait pas, et ça pouvait pas être non plus un recueil de souvenirs littéraires complètement surannés, enfin et bon il fallait trouver une forme qui soit une forme qui parle d'aujourd'hui en fait. Il fallait écrire sur Roth à partir d'aujourd'hui et faire le lien entre son œuvre et qui est ancré dans un paysage historique et sociologique précis, et le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui n'a plus rien à voir. Donc il y avait tous ces éléments-là, et puis il y avait le fait que j'arrivais tout simplement pas à m'imaginer en train d'écrire un livre sur Philippe Roth pendant qu'il était vivant. Et il y avait ça aussi qui jouait, et puis il y a un certain nombre de choses qui se sont produites. Donald Trump a été élu aux États-Unis en 2016. Philippe Roth lui-même est mort, et l'Amérique qui décrivait dans ses livres et que moi j'avais appris à travers lui, à travers le contact avec lui, a disparu en l'espace de 5 ans. Il n'en est plus rien resté du tout. L'Amérique de la seconde moitié du XXe siècle qu'on a connue n'existe plus. Donc ça faisait 3 choses qui, paradoxalement, ont permis de débloquer d'une certaine manière l'écriture du livre. Et puis finalement, il restait un point central qui était ma voix VOX dans le texte, où je me situais par rapport au texte. Et c'est un problème récurrent à chaque fois que j'écris. En l'occurrence, la réponse est venue dans une discussion à bâton rompu avec quelqu'un dont je ne sais toujours rien d'ailleurs, que j'ai rencontré complètement par hasard dans une soirée, qui m'a posé des questions sur moi. Et en sortant de la soirée, je me suis dit, mais évidemment, c'est exactement comme ça qu'il faut raconter les choses, comme si je la racontais à quelqu'un aussi simplement que ça. Il ne faut pas s'embarrasser de la matière, parce que l'un des problèmes, c'était que
la matière du livre, ce qu'il y avait à raconter, il y avait énormément de choses à raconter. Il fallait raconter des choses sur Roth, des choses sur moi, des choses sur les États-Unis, des choses sur les romans de Roth. Donc ça faisait beaucoup. Des choses sur la littérature en général. Oui, voilà. Et donc il fallait trouver une forme qui soit simple. Plus c'est la clé de toute l'écriture. Je crois que c'est Serge Danet qui disait à propos du cinéma le classicisme, c'est une histoire compliquée racontée de façon simple. L'avant-garde, c'est le contraire. Et donc là en l'occurrence il fallait être très classique dans l'approche. Les choses étant très compliquées, il fallait trouver un mode de narration aussi simple que possible. Un récit donc plutôt qu'un essai. Un récit, oui, c'est pas ça a été, j'ai eu le prix essai, mais les livres que je fais d'une manière générale sont pas les non-fictions que j'écris sont pas catégorisables en fait. C'est pas des essais, c'est toujours un peu hybride. C'est toujours des formes qui essayent de ce qu'on a à dire et la matière dont on parle dicte la forme. Je me dis, vous me parlez du caractère hybride finalement, donc hybride dans la forme, hybride dans le temps, une époque antérieure, une époque actuelle, et je me disais aussi hybride dans l'espace. Les États-Unis, la France, est-ce que c'est le regard d'un Français sur les États-Unis, ou on pourrait peut-être pas quand même dire les choses ainsi? Si, on peut dire les choses comme c'est rien. Ouais, disons que c'est clairement l'idée était de confronter. Il fallait expliquer pourquoi un Français d'ascendance juive de ma génération est à ce point intéressé par un écrivain américain de sa génération, de la génération de Philippe Roth. En quoi est-ce que quels étaient les échos et aussi quelles étaient les différences, parce que c'est ça qui est aussi important. Dans une certaine mesure, l'expérience, l'aspect juif de l'expérience américaine de Philippe Roth, ou de la génération de la génération de Philippe Roth, qui est une des choses qui évidemment m'attirait au départ, est largement le contraire de l'expérience française juive. C'est-à-dire que l'expérience juive en France, c'est une expérience européenne, c'est-à-dire marquée par la Seconde Guerre mondiale, par une assimilation sur laquelle a pesé la Seconde Guerre mondiale, donc avec tout ce que ça signifie de semi-effacement, de discrétion, etc. pendant longtemps. L'expérience juive américaine, c'est exactement le contraire. C'était une forme d'assimilation qui je le dis dans le livre à un moment donné, qui faisait l'économie de la domesticité, si je puis dire. Il n'y avait pas de domestication. L'assimilation juive dans la société américaine permis de conserver dans la deuxième moitié du XXe siècle une forme de brutalité, une forme d'anarchie, une forme de vitalité qui n'existe pas à mon avis dans l'expérience juive européenne. Mais pourtant, il me semble que vous décrivez un épisode fondateur de l'œuvre de Roth dans lequel il est en butte avec l'intelligentsia juive, notamment lors d'un dîner. Oui. C'est pas leur d'anité, c'est une des expériences fondatrices. Oui, c'est la fameuse conférence à la Yeshiva en 61, la Yeshiva de New York, dans laquelle c'est une expérience sur laquelle on se pose beaucoup de questions, puisque les témoignages divergent sur ce qui s'est réellement passé. Mais en tout cas, un des conflits entre Roth et l'establishment juif les pères de sa génération, au nom de PERES, c'était précisément ça. C'était quelle place accorder à la mémoire historique juive quand on est américain. C'est ça le conflit. Et là, il y a une double réponse. Il y a une réponse qui est après la réponse des parents
de cette génération qui a été... On a la chance de ne pas avoir été victime de la Shoah. On a la chance d'avoir échappé au destin européen. On est américain. C'est un miracle, il faut en profiter. Faites quelque chose de votre vie. Construisez-vous une vie, soyez autonome, allez-y, foncez, donnez un sens à ce que vous faites. C'est ça le grand message. Je paraphrase ce que lui-même, ce que Roth a lui-même dit de l'éducation qu'il a reçue. Donc, échappez à l'histoire juive. Devenez complètement américain. Et en même temps, une espèce d'angoisse historique qui était, mais ça peut revenir. Attention à ce qu'on fait, attention à ce qu'on fait. Et c'est cette contradiction-là qui a été fondatrice pour Roth dans son œuvre et qu'il a creusé. Et qu'à force de creuser, il a rendu universel. Ça va du conflit avec la famille, avec la communauté, avec les pairs, à les dernières parties de son œuvre qui sont la question de la liberté et de l'hubris qui tombe soudainement sur l'individu qui va trop loin. Il y a comme ça, il y a un voyage comme ça thématique entre une question qui est au départ une question tribale, un rapport à l'Amérique, et puis finalement une réflexion philosophique universelle inspirée autant du livre de Job que de la tragédie grecque, quoi. Je me disais à ce propos, donc vous dites ce n'est pas finalement tout à fait la judéité qui vous unit à Roth, puisque elle recouvre de réalités différentes. C'est la judéité, mais c'est la judéité dans sa diversité. C'est ça. Le fait qu'on ait fait des expériences différentes, et en plus qu'on n'ait pas une différence accrue par le fait qu'on n'est pas de la même génération. Oui. Mais c'était cette différence-là qui m'intéressait. Dans les années 90, on n'était pas les seuls, j'étais pas le seul à fantasmer sur ce qu'on appelait à l'époque la culture juive américaine, dans ce que ça avait de plus énergique, justement. Mais il y avait beaucoup de clichés là-dessus. Et il fallait... La réalité était plus complexe et c'est ça qui m'intéressait aussi. Parce que j'avais l'impression en vous lisant, il y a aussi quelque chose d'une certaine liberté de ton qui vous est commune à tous les deux. Oui, non, pas des écrivains consensuels, pourrions-nous dire. Non, mais cette liberté, elle a été déterminante même dans la vie. C'est-à-dire que ça m'intéressait dans ses livres, bien sûr, mais quand on a commencé à se connaître, c'était au début des années 2000. Moi, je venais d'un milieu de gauche, de par ma famille. Et de par ma sociologie, parce que quand on est journaliste et qu'on écrit des livres, basiquement, on est noyé on baigne dans un milieu de gauche de toute façon, quelles que soient les idées qu'on a. Donc ça déteint forcément. Et une des caractéristiques de ce milieu, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Même avant la vague woke, même avant le politiquement correct, il y a un certain nombre de choses qu'on laisse sous le tapis. Et à partir des années 2000, ou à partir du tournant des années 2000, les silences et les conflits sont devenus vraiment insupportables. Parce qu'il y avait eu la seconde intifada, il y avait eu le 11 septembre, il y avait tous les conflits autour de ces questions-là, enfin de ces événements-là plutôt, et puis la montée de l'antisémitisme en France qui était quelque chose de très diffus, enfin c'est-à-dire que c'était réel, mais on n'avait pas de fait vraiment, c'était plus une impression qu'autre chose. Oui, dans le précédent ouvrage que vous avez écrit, Un temps pour haïr, vous montrez à quel point vous vacillez, il y a une certaine forme de solitude, est-ce que je vois ce que je vois? Oui. Est-ce que ce sont des faits éparses, des faits divers, ou est-ce qu'il y a un courant, un mouvement, et vous hésitez longuement avant j'y reviens dans celui-là, quelle est la part de fabrication, de surréaction? Parce que la surinterprétation. Effectivement, de ma part, il y en avait, parce que la colère est est une chose qui m'appartient. C'est pas juste le produit du contexte. Et donc, tout ça pour dire que quand on a commencé à se voir régulièrement avec Roth, une des choses qui était vraiment très libératrice, c'était la liberté de ton.
on pouvait parler d'absolument tout. La seule chose qui n'était pas possible, c'est d'être idiot. Oui, vous décrivez une amitié exigeante, qu'il était finalement il fallait pas inflammable. Ouais. Une fois qu'on n'était pas, c'est du moment qu'on formulait pas les choses de manière stupide, n'importe quelle idée pouvait être discutée, et puis dans la vie, on pouvait parler de tout. Alors c'est allé très loin au point que rapidement, il vous confie un manuscrit. Relativement rapidement, oui. C'était le complot contre l'Amérique. Ça tombe. Je me suis rendu compte après coup que le hasard faisait bien les choses, parce que sur le moment, j'ai même pas réalisé que j'allais devoir lui en parler. Je l'ai pris comme ça, et il y a un côté très naïf. Oui, c'est très drôle dans votre écrit, ce passage. Et il va falloir que je lui en dise quelque chose. Je l'ai relu, je l'ai repris du début avec des sueurs froides, et en fait j'ai eu beaucoup de chance, parce que comme le bouquin, je commençais à être obsédé par ces histoires d'antisémitisme à cause de la situation française, et comme le bouquin parle de ça, puisque le bouquin raconte comment en 40, c'est une uchronie, qu'est-ce qui serait passé gagne les élections présidentielles, devient président, et impose une politique de neutralité bienveillante vis-à-vis du nazisme, et une politique d'assimilation forte vis-à-vis des juifs américains, qui consiste à les décommunautariser et à dispatcher les familles, notamment dans les États du Sud. Et ces deux points-là suffisent à engendrer une dynamique de paranoïa, de peur, un mélange de lucidité, de peur et de paranoïa, comme on était en train de vivre en France, en tout cas, les gens comme moi. Et donc, j'ai lu le livre de manière très très personnelle. Et ça résonne si bien que je crois qu'il va intégrer quelques-unes de vos remarques dans le roman. Des phrases, 3 phrases. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Je vous le rappelle. Oui. Non, mais effectivement, oui. C'est sensationnel. J'ai lu le bouquin, et ensuite je l'ai appelé depuis Paris. On s'est parlé, et il m'a demandé de lui écrire quelque chose, 20 lignes, en français, qui se ferait traduire. Évidemment, c'était hors de question que j'écrive en français, donc j'ai commencé dans un anglais qui était plus balbutiant que le mien aujourd'hui. Et il est entré dans l'autre, j'ai fini avec 1 page, et il m'a rappelé au bout de 4 jours, et effectivement, il m'a dit qu'il avait mis... mon anglais était grammaticalement juste, mais il y avait des tournures étranges, et il avait pris 2-3 phrases qu'il avait intégrées dans le livre autour d'un personnage. Et ça concerne, il me semble, des thématiques qui vous sont communes, qui sont celles de... Qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce que la transmission? Oui, en fait, les phrases qu'il a prises sont des phrases qui se caractérisent le personnage le plus furieux et le plus autodestructeur du livre, le personnage que sa révolte conduit à l'autodestruction. Et qui est aussi le personnage qui se révolte contre les pères aussi, se révolte contre le régime. Qui ne peut pas ne pas ressembler aux pères contre lesquels il se révolte. Une problématique qui vous est intime, semble-t-il. Évidemment, ça bien sûr, c'était quelque chose qui résonnait avec mon propre parcours. Ouais. Et que ce thème de la destruction aussi va constituer probablement quelque chose dont on va parler dans la deuxième partie, Après quoi, Élise? Après l'écho dans la culture avec Dominique Corpelet. Dominique Corpelet, bonjour. Vous êtes psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cause freudienne et de l'AMP, et vous nous parlez aujourd'hui de Philippe Guston. Guston. Oui, alors en fait, le musée Picasso de Paris consacre actuellement une exposition au peintre américain Philippe Guston, qui fut un ami proche de Philippe Roth, et d'ailleurs vous consacrez plusieurs pages à cette relation amicale qui fut forte. Alors pour ma part, j'ai été frappé, je connaissais pas bien Guston, mais j'ai été frappé par la diversité, voire le grand écart entre les
formes et je dirais les formes de l'œuvre qu'a pu prendre Guston. On peut distinguer plusieurs périodes. Un premier moment qui est figuratif dans les années 30. Puis un moment abstrait où le peintre rejoint l'école de New York, puis un retour à la figuration à partir des années 60. Et un parcours donc qui est fait finalement de départ à zéro, de recommencement, mais animé par un point que l'exposition montre très bien, c'est la dénonciation de toute violence d'État et de toute forme d'autoritarisme. Alors, qui était Philippe Guston ? Alors, il est né d'abord Goldstein, en 1913, d'une famille juive originaire d'Odessa. Il passe ses 6 premières années à Montréal, et puis avec sa famille, il va s'installer à Los Angeles. Un fait marquant, enfin il y en a plusieurs, mais il y a un fait marquant, c'est le suicide de son père quand il a 10 ans. Il suit très, très jeune finalement une formation en dessin et une formation artistique où il va rencontrer Jackson Pollock qu'il retrouvera dans son parcours ultérieurement. Alors il signe un premier tableau à 17 ans, Mother and Child. Marqué par la violence du Ku Klux Klan, il réalise une peinture murale représentant un Afro-Américain qui est flagellé par un membre du clan. En fait, la peinture lui avait été inspirée par un fait divers. Un groupe de jeunes Afro-Américains avait été condamnés à mort sans preuve pour le viol d'une femme blanche. C'est la première apparition dans sa peinture de la cagoule du clan, et on la retrouvera dans ses peintures plus tard. Le panneau sera vandalisé en 1933 par des suprémacistes, marqué également par la guerre civile espagnole, et l'exposition le montre très bien. Ayant vu les caricatures qu'avait faites Picasso sur Franco, puis l'œuvre monumentale de Guernica, Guston va peindre Bombardment en 1937. Il s'installe alors à New York et son travail prend alors un nouveau tournant. Il rejoint l'expressionnisme abstrait et s'ouvre alors une période qui va durer une quinzaine d'années où il fait de la peinture abstraite. Puis, nouveau virage, il revient à la figuration dans le dernier tiers de sa vie. Alors ce retour au figuratif va lui être beaucoup reproché, va être vécu comme une sorte de trahison par le milieu new-yorkais. Il reprend les figures encagoulées donc du Ku Klux Klan qui peuplent désormais ses tableaux. Alors en fait, il invente une sorte de forme pyramidale qui est marquée par 2 traits horizontaux qui marquent les yeux, qui figurent les yeux, et on retrouve cette forme notamment dans un tableau comme Discussion, Open Window en 1969, Down en 1970, ou The Studio dans lequel l'artiste se représente lui-même sous la cagoule. Alors, l'exposition du musée Picasso montre l'engagement de Guston qui trouve sa forme au fond dans une peinture qui ne se résume pas vraiment à une école. Et j'ai particulièrement aimé une série de dessins. Ça s'intitule Poor Richard. Dans la salle, c'est mis en regard des caricatures qu'avait faites Picasso sur Franco. Et c'est des caricatures donc sur la vie de Nixon qui lui avaient été inspirées d'un livre de Roth. Alors en anglais, c'était Our Gang, et ça a été je sais pas comment c'est traduit en français. Alors c'est très drôle. Tricard Dixon et ses copains. Oui. Peut-être justement comment Roth et Guston se sont rencontrés. Alors en fait en 67, Guston avait trouvé refuge à Woodstock, donc dans la colonie d'artistes, mais il la connaissait déjà puisqu'il y allait depuis les années 40. Voilà, les étés. Hein. Et 2 ans plus tard, c'est Roth qui connaissait également Woodstock d'ailleurs, qui venait à son tour y trouver refuge, au fond pour échapper à la réputation, je sais pas comment dire, sulfureuse, en tout cas la mauvaise réputation qu'il s'était faite à partir de Portnoy. À la sortie de... Ouais, à partir de Portnoy. Ouais. Et alors les 2 hommes n'en étaient certes pas au même moment de leur vie ni de leur carrière, mais tous 2 bannis finalement, ils cherchaient à se cacher. Alors Roth dit dans un texte que j'aime beaucoup qui s'intitule Guston, faiseur d'images, il dit ce qui a scellé notre camaraderie, c'est que chacun aimait ce que faisait l'autre. Nos différences de parcours, de fortune, ne pouvaient nous faire oublier que nous avions entrepris au même moment des remises en question analogues. Alors, c'est la part sauvage, c'est comme ça je reprendrai votre titre. C'est la part sauvage qui les a fait se rencontrer finalement, une part indomptable. C'est-à-dire qu'ils cherchaient tous les 2 à se débarrasser des conventions artistiques. C'était un moment, ils étaient fascinés de plus en plus par le personnage de Nixon et par la tournure que prenait la vie américaine,
qui anticipait Trump. Quand on regarde les caricatures de Guston sur Nixon, on voit Trump en fait. Il faut savoir que, en fait, le suicide du père de Guston et l'obsession de Guston pour le clan vient du fait qu'il y avait une campagne du clan contre les Noirs et les Juifs en Californie qui a empêché le père de Guston de trouver du travail. Il est devenu éboueur, il a plongé en dépression et il s'est suicidé. Donc c'est la campagne du clan qui a causé sa mort de manière plus ou moins directe. Et Guston a été très marqué par ça. Lui-même est resté profondément dépressif, d'après ce que dit Roth, pratiquement toute sa vie. Et donc, les 3-4 différents moments de sa vie, quand il s'est mis à refaire de la figuration, il a refait de la figuration, mais sous le mode des comics, en empruntant beaucoup de choses à la BD. Et c'est ça qu'on lui a reproché, en fait. C'est ce côté non académique, c'était plus de l'abstrait, c'était pas de la figuration façon Picasso, de la grande peinture, c'était justement une forme. Et il avait beaucoup réfléchi et il s'était dit qu'est-ce que je suis, le pays part à volo, le monde part complètement à volo, il y a la guerre du Vietnam, il y a Nixon, qu'est-ce que je suis, moi dans mon coin, à me demander, je paraphrase, mais quelque chose comme ça, quel rouge il faut que j'emploie pour peindre mes tableaux. Donc à cause de ça, il est revenu à la peinture figurative, mais il était hors de question de faire de la dénonciation politique simple. Donc, il a peint ce que Roth appelle un paysage de terreur américain. Sous forme de bande dessinée, sous forme d'illustrations comiques, des personnages du clan, mais non plus des personnages du clan qui fouettent des noirs ou qui prennent des armes, mais qui fument des cigares, qui conduisent des voitures, qui sont complètement ancrés dans une espèce de vie quotidienne grotesque et sous forme de presque une forme de décharge publique. Le décor est toujours comme ça. Et lui-même s'est peint en train de se peindre, en train de faire un autoportrait avec le masque du clan, la cagoule, et ce qu'on lui a en 2021, c'est la raison pour laquelle Black Lives Matter l'a censuré. Parce que c'était hors de question d'avoir un peintre qui se présentait comme lui-même. C'est la difficulté du wokisme avec l'ironie. Ah bah oui, c'est-à-dire que ça a été pris à la lettre finalement. Il y avait des expositions qui étaient prévues effectivement en 2020, qui ont été finalement reportées, pas annulées mais reportées. Et j'avais vu dans un documentaire qu'il y avait eu tout un guide explicatif pour le public, pour éviter de ne pas les froisser. Il y avait même des choses qui étaient cachées pour éviter que le public éventuellement sensible n'ait pas accès à des images alors la part sauvage, Roth et Guston lisaient, s'échangeaient les mêmes livres à l'époque. Ils étaient voisins, ils lisaient ensemble Kafka, Isaac Babel, Beckett. C'était les trois noms. Et ils allaient se promener en voiture dans la région, dans l'État de New York, essentiellement dans les magasins cheap, dans les décharges. À la recherche. Le crapola, c'est ça ? Voilà, le crapola. À la recherche de cette espèce d'Amérique vulgaire, sale, et dont Roth disait à propos de laquelle Roth disait ils éprouvaient tous les deux le même écœurement et la même fascination excitée. C'est vraiment le salut par les déchets, selon Jacques-Alain Miller. Voilà, il y avait une sorte il y avait quelque chose de intéressant. Et ça, c'est effectivement ce qu'ils ont eu en commun et ce que Roth a énormément creusé dans ses livres, ce que j'appelle moi l'autocompromission, c'est-à-dire que on ne cherche pas à se distancier. C'est mettre la cagoule soi-même. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On ne cherche pas à se distancier du monde pour avoir un regard vertueux sur ce qui se passe. On s'implique dedans et on creuse par la littérature la complicité qu'on a avec le monde. Et ça, l'époque vous le fait payer très cher. Je ne pense pas qu'à Roth. Oui, tout à fait. Oui. Donc et c'est en ça que, à mon avis, les romans de Roth sont le plus prophétiques, parce qu'il n'est pas le seul à voir à cette époque, dans cette génération d'écrivains, quelque chose monter, une forme de ce que Norman Mailer appelait
Le psychopathe. Ouais, la sociopathie comme condition existentielle de l'humanité pour la fin du XXe siècle. Hein, on y est. Et ça monte à ce moment-là. Truman Capote le creuse ça dans sa manière. Norman Mailer, bien sûr, je viens de le dire. John Didion. Enfin, tous les auteurs, tous les écrivains du nouveau journalisme creusent plus ou moins ça aux États-Unis parce que c'est quelque chose qui apparaît à ce moment-là à travers des figures comme Lee Harvey Oswald, Manson, bien sûr, et comment s'appelle-t-elle la féministe que tout le monde cite et dont j'oublie le nom à chaque fois Butler Non, là, t'as fait un impair, là. Butler, c'est un épigone, mais... Ça sera coupé au montage. Le Scum Manifesto, je la cite dans le livre. Comment vous dites ? La fille qui a écrit le Scum Manifesto, je la cite dans le livre, mais enfin, en tout cas, il montre comme ça une forme de sociopathie qui est considérée comme révolutionnaire. C'est ça le truc. Et ce mélange qui annonce ce qu'on a connu ces dernières années. Et Roth creuse ça à sa manière dans ses livres, et il voit apparaître, notamment aux États-Unis, ce qui diagnostique dans la peinture de Guston, c'est-à-dire un paysage de terreur américain à travers l'émergence, sous l'apparence de normalité, d'une forme d'émergence d'une forme de sauvagerie qui aujourd'hui est partout. Ça résonne très très fort effectivement avec l'époque actuelle. Oui. Vous commentez d'ailleurs, au venin, je vous cite, de l'histoire, faisait écho une toxicité intérieure délibérément recherchée. Non, il n'y avait pas de pureté. Oui, c'est ça. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre cette idéalisation de l'humain dans le wokisme et la montée du sociopathe Norman Mailer ? Il y a un lien, c'est-à-dire que ce qu'ils ont diagnostiqué, c'est effectivement, oui, le wokisme est une des formes de la sociopathie diagnostiquée par ces écrivains-là, oui, bien sûr, ça fait aucun doute dans mon esprit. La différence, c'est que... il y aurait une histoire à faire de la manière dont cette sociopathie... Au départ, l'université était censée être un lieu de protection, le lieu de la raison, une enclave de la raison qui protégeait le savoir de la folie ambiante. C'est devenu une partie prenante de la folie. Et c'est ça qui est troublant dans ces dernières années. Le fait que tout ce qu'on pouvait reprocher à la vie américaine dans ce cas de plus vulgaire, dans ce cas de plus corrompu, est devenu, dans les années 2000, 2010 et 2020 surtout, le mode de fonctionnement de l'université elle-même. Et vous montrez très bien finalement une sorte de continuité entre les étudiants des départements littéraires qui lisent aussi peu que Trump lui-même finalement. Oui, exactement. Ça, j'ai bien compris ça avec les dernières pages de votre livre. Vous le décrivez très bien. Oui, l'ambiance des campus américains dans ce discours wokiste. Bien sûr, c'est les mêmes. De l'argent du Qatar. Pour moi, il n'y a absolument aucune différence entre les étudiants d'extrême gauche et le milieu, les gens les plus actifs, les activistes du milieu MAGA. Je parle pas de la base électorale, mais je parle des activistes. Mais alors donc, est-ce que ces activistes du milieu MAGA, ces wokistes, ce sont eux les symptômes d'un certain type de discours, ou est-ce que finalement le symptôme se déplace pas et ce sont ceux qui sont un peu moins consensuels, un peu plus marginaux, qui deviennent le symptôme d'une époque de bien-pensance et d'uniformisation de la pensée? Je sais pas si c'est de l'uniformisation de la pensée ou une dynamique d'autodestruction. Moi, je crois plutôt que c'est ça. Il y a quelque chose de profondément autodestructeur dans ce qui se passe aux États-Unis. C'est de la pulsion de mort, vous dites. Je sais pas comment l'appeler, mais c'est ce qui me semble. En tout cas, ouais, il y a quelque chose. C'est certain que les universités sont en train de s'autodétruire. C'est certain qu'une certaine vie politique américaine est en train de s'autodétruire. Autre chose va naître, hein, mais en tout cas, pour l'instant, il y a un acharnement. L'Amérique telle que Roth telle que des gens comme Roth l'avaient définie est devenue l'ennemi de tous ces gens-là. C'est devenu l'ennemi du mouvement MAGA, et c'est l'ennemi des universités. Et c'est ce qu'il faut détruire.
comme c'est l'ennemi des islamistes, comme c'est intéressant de ce point de vue, la poignée de main souriante entre Mamdani et Trump à la Maison-Blanche il y a quelques semaines. Il y a quelque chose de tout à fait surprenant. Hein. J.D. Vance, le vice-président, a eu des mots très élogieux pour Mamdani aussi. Il y a une convergence. Eh bien, nous nous arrêterons sur ces mots peu gais, mais sidérants. Sidérants, absolument. Voilà, ce sera le signifiant. Et on passe tout de suite à l'actualité de la psychanalyse avec Philippe Elbois, avec Marie-Hélène Brousse. Marie-Hélène Brousse, bonjour, bienvenue. Merci de m'accueillir. Avec plaisir, vous êtes psychanalyste et vous venez nous parler de la fin de la fiction, puisque je crois que c'est un thème qui résonne dans l'œuvre de Marc Schwarzman, et ça en rapport avec la psychanalyse. Oui. Bon, donc, selon ce qui m'a été demandé, j'ai écrit un petit texte. Oui. Voilà, je vais le lire. Merci. Si j'arrive à baisser mon truc. Bon, j'étais au théâtre hier soir. Mais contrairement à la fameuse phrase de Musset, je n'étais pas seul. Et ce n'était pas le théâtre français. C'était le théâtre des Bouffes du Nord. Je voulais voir une des rares pièces écrites par Claude Simon, écrivain reconnu et nobélisé. Cette pièce, qui s'intitule La Séparation, fut écrite en 1963 et a été portée à la scène pour la première fois en 1963. Depuis, elle ne l'avait jamais plus été. Or, Alain Françon vient de la mettre en scène. Et il nous permet donc de la voir avec une distribution, une scénographie et une mise en scène éblouissante. Quiconque connaît le travail d'Alain Françon, c'est l'importance qu'il accorde à la lettre de l'œuvre qu'il donne à voir. En témoigne ici à 3 reprises une projection latérale en noir et blanc d'un très court passage de l'œuvre venant scander la temporalité de la représentation. En témoigne à 3 reprises donc une projection latérale. Alors vous voyez à la scène et puis sur le côté, de temps en temps, au moment où change un peu les parties de la pièce, il y a un texte qui s'affiche. De Claude Simon, jamais je n'avais oublié le choc que fut pour moi la lecture de son roman La Route des Flandres. Roman unique en son genre sur la guerre de 14-18, guerre qui, comme je l'avais appris alors, l'avait laissé dans la réalité de sa vie, orphelin de son père en août 1914. Avec sa mère, il était allé, la guerre finie, chercher en vain la tombe de son père. La mort le fit définitivement orphelin car sa mère décéda en 1925, il avait 12 ans. Lui-même, brillant élève, spécialement en mathématiques, partit à la guerre en août 1939. Il commençait alors juste à écrire et avait été mobilisé en août 1939, le 21 août, jour anniversaire des 25 ans de la mort de son père. J'ai jamais oublié ce choc que produisait en moi la lecture de La Route des Flandres. Certes, dans mon enfance, les adultes ne passaient jamais de repas de famille sans parler de la guerre, celle de 40 essentiellement sous l'angle de la privation de nourriture. Mais les très vieux, les grands-parents, les arrière-grands-parents parlaient encore de la guerre de 14, des tranchées, des gaz, des corps ramassés et portés sur leur dos. Certains en portaient à jamais les marques sur ou dans leur corps. C'était parfois drôle, toujours répétitif. Je sais depuis que ce que je découvrais dans ces récits étaient les marques de jouissance qui les ordonnaient. La lecture de La Route des Flandres m'offrit un autre regard, sans le pathos,
et sans ces traces de jouissance égotique. Ce livre venait donc s'inscrire en contre des courants littéraires qui, depuis la fin du XXe siècle, dominaient les publications et le goût littéraire. Non que je n'apprécie pas cette orientation, dont l'œuvre, par exemple, de Christine Angot est un brillant exemple. Je l'avais d'ailleurs invitée à une des journées de l'école de la cause freudienne. Elle nous enseigna sur une gestion singulière par l'écriture littéraire des traumas qui marquaient sa propre histoire. Mais l'orientation actuelle de la littérature suit aujourd'hui cette domination par la subjectivité et un « je » utilisant la première personne au sens propre. Une quantité d'œuvres témoigne de cette orientation, laquelle est une interprétation du singulier par l'ego. Certes, la dimension symbolique n'en est pas absente, mais le développement des médias tels X, Instagram ou TikTok, quelque maîtrisés qu'ils soient par les influenceurs ou masqués, lesquels sont masqués, va dans le sens d'une boussole du langage et des paroles par la jouissance narcissique. La première personne, le « je », est absorbée par le « moi ». Moi, je. Claude Simon est orienté tout à fait différemment dans son œuvre. Je sais ce qui me fascine dans son écriture. C'est la tentative de réduire cette dimension de l'imaginaire articulé au « moi » et en même temps de donner au symbolique la puissance du réel. Dans cette pièce, La séparation, il s'agit de 3 événements de vie. Une femme veut quitter son mari, une autre veut triompher de ce qu'elle lui prête d'indifférence, indifférence se mesurant pour elle au fait qu'il veut, dans le caveau familial où il ne reste que 2 places, mettre une parente, et pas la garder pour eux deux. Et la 3e personnage, c'est une vieille femme qui agonise silencieusement, que nous, les spectateurs, nous ne verrons jamais. Fort peu de paroles pour la première, la jeune femme, un torrent de paroles pour la seconde, et pour la 3e, le silence et la non-visibilité du corps. 2 hommes, le père et le fils, totalement étrangers l'un à l'autre. Le premier, qui apparaît seulement dans la première partie, parle avec son épouse, dont le destin de le quitter lui est alors inconnu, et offre un parfait exemple de cette tentative de raconter le réel. Il décrit sa vie quotidienne, il est cultivateur, donc il écrit où il est, il revient avec son tracteur, il repart avec son tracteur, et ainsi de suite. Ça n'est jamais ennuyeux. Ça pourrait l'être, ça ne l'est jamais. Parce que, justement, ça nous donne ce que la littérature en général ne donne pas, ça nous donne un accès au réel. Je vais aller voir la semaine prochaine une pièce de Thomas Becket, qui est exactement dans la même orientation, tout en étant très différent dans son écriture. Lui aussi, d'ailleurs, a été un combattant de la résistance française. Il écrit dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, il écrit donc en français. Et si vous avez lu, si vous l'avez lu, vous savez combien, lui aussi, donne sa tâche à donner un tableau réel de ce sur quoi il écrit. Donc ça sera « Ah, les beaux jours » pour moi la semaine prochaine. Ce sera un très beau jour. Mais je vous encourage tous à aller voir ces pièces de théâtre qui sont... le théâtre, c'est pas le cinéma. Dans le théâtre, il y a du corps, il y a de la présence, il y a de la voix directement. Donc, au théâtre, il se passe quelque chose qui nous rapproche du réel, qui peut être abordé aussi par la comédie. Là, j'ai pris, je ne peux pas dire que c'est une tragédie, celle de Claude Simon, ni d'ailleurs l'autre, Ah, les beaux jours. Mais même dans la comédie, François avait mis en scène Le chapeau de paille d'Italie, où là aussi, la mécanique du réel guidait toute la pièce et rendait, il faut le dire, relativement fou les malheureux qui y étaient soumis, puisque ce putain de chapeau de paille
personne ne le trouvait, et ne savait pas où il était sur la tête du cheval. Donc, voilà, je voulais... C'est le réel en question, c'est l'objet petit a. C'est ça. Qu'est-ce que c'est le réel? Alors Lacan l'aborde dans la dernière partie de son œuvre, en créant un néologisme, mais c'était déjà présent à la fin des écrits, quand il parle des 4 catégories de causes. Il parle de la cause efficiente, c'est la magie. Il parle de la cause finale, c'est la religion. Il parle de la cause matérielle. Et il parle de la cause formelle. Alors la cause formelle, c'est la science. Et curieusement, la cause matérielle, c'est la psychanalyse. Donc d'une certaine façon, c'est un peu étonnant, quoi. Et après, dans un de ses dernières interventions à Genève, il invente un mot qui est la matérialité. Nous traitons les mots des patients que nous entendons comme des signes du réel. C'est aussi peut-être la place de la littérature, me semble-t-il. Ben, ça dépend quelle littérature. Ça laisse la question ouverte, alors. Non, parce que par exemple, là je viens de faire des courses pour offrir des livres à mes petits-enfants. Donc il y en a un, là, j'ai acheté toute l'œuvre d'Alexandre Dumas. C'est quand même une orgie de satisfaction qui n'est pas tout à fait de l'ordre du réel. C'est plutôt quand même l'imaginaire qui est au... Merci beaucoup, Marie-Hélène Brousse, pour cette actualité de la psychanalyse très enrichissante. Oui, c'était super. Merci beaucoup, Marc Weitzman. Nous remercions également les téléspectateurs de Studio Lacan et vous donnons rendez-vous samedi prochain à 18h30.